Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 9 avril, jour de Pâques. Je vous adresse tout d'abord mes meilleurs vœux de bonne et sainte fête de Pâques pour vous-même et pour vos familles. 3 séquences dans cette émission. Tout d'abord, une rencontre avec le père Margélidon de la province des Dominicains de Toulouse, à l'occasion des triples centenaires autour de la vie de saint Thomas d'Aquin, qui donne l'occasion d'organiser par lui, à travers toute la France, des ostensions le chef de saint Thomas d'Aquin, donc la tête de saint Thomas d'Aquin. Deuxième séquence, nous rencontrerons Pierre de Riedmaten, qui est membre de la confrérie de Saint-Israël et de Saint-Théobald de Dora, donc en Haute-Vienne, à l'occasion des ostensions limousines. Et puis cette année 2023 est l'année des 73e ostensions limousines. Et enfin, Virginie de Gégère, responsable du pôle formation de la Fondation pour l'école, et à ce titre, elle viendra nous parler de l'ILFM, l'Institut libre de formation des maîtres, qui forme des étudiants qui se destinent au métier de maître d'école, ce que l'on appelait autrefois les instituteurs et les institutrices. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Alors, en quoi les 3 années qui viennent sont-elles triplement thomistes ? À cause de 3 dates très importantes. La première, 2023, c'est l'anniversaire de la canonisation de saint Thomas d'Aquin en 1323, donc c'est le 7e centenaire. En même temps que c'est l'anniversaire aussi de 1923, année où le pape Pie XI a déclaré solennellement que saint Thomas d'Aquin était le docteur commun et universel de l'Église. C'est un titre que porte saint Thomas d'Aquin, c'est le seul, le 9e docteur de l'Église, puisqu'il y en a 37, et bien le seul à être considéré comme docteur commun et universel de l'Église. Et puis ensuite, 2024, c'est les 1750 ans de la mort de saint Thomas. Il est mort en 1274 à Fonsanova en Italie, alors que le pape lui avait demandé de participer au concile de Lyon. Et 2025, l'anniversaire de sa naissance, si du moins on est d'accord sur la date de sa naissance, est en effet controversé. Certains disent que c'est 1223, d'autres disent que c'est 1224, 1225 ou peut-être 1226. Mais enfin, la date traditionnellement retenue, c'est 1225. Donc 3 années consacrées à saint Thomas dans le monde entier, tout de même, puisque le maître de l'ordre pour les dominicains nous a fait savoir que ça ne concernait pas uniquement Toulouse, qui a le corps de saint Thomas, mais tous les dominicains, sachant que Toulouse a quand même, j'allais dire, le leadership, puisque c'est là que repose le corps de saint Thomas. Alors justement, vous venez de parler de Toulouse, vous êtes vous-même dominicain à la province de Toulouse, comme on dit dans le jargon consacré. Alors quels sont les liens de saint Thomas avec Toulouse, ou plutôt de Toulouse avec saint Thomas ? Alors ces liens, si on regarde la biographie de saint Thomas, il n'y en a pas. Saint Thomas n'est jamais venu à Toulouse. Voilà, c'est ça qui est surprenant au premier abord. Tout à fait. Mais le corps de saint Thomas s'y trouve pour plusieurs raisons. La première, c'est que les dominicains de Toulouse étaient très déçus de ne pas avoir le corps de saint Dominique, puisqu'il a fondé l'ordre à Toulouse. Il est resté à Bologne, en Italie. De sorte que ils ont fait des pieds et des mains avec l'accord du maître de l'ordre de l'époque pour avoir le 2e grand saint parmi les dominicains, saint Thomas d'Aquin. Et avec le concours, il faut bien le souligner, de la ville de Toulouse qui, à l'époque, elle aussi demandait à ce que l'on puisse avoir dans les murs... Alors, c'est quelle année, là ? On est quelle année ? On est autour de 1367-1368. Date à laquelle le pape Urbain V acquiesce à ses demandes et fait envoyer le corps de saint Thomas depuis Fonsanova en Italie, où il est mort, jusqu'à Toulouse. Et il va demeurer jusqu'à la Révolution française. Et puis ensuite, dans une paroisse toulousaine, il est revenu en 1974. Et nous avons donc toujours le corps de saint Thomas à cet endroit. Alors, quels sont les événements prévus à l'occasion de ce triple anniversaire ? Alors, il y a pas mal de choses de prévues. On a voulu atteindre des publics très différents, à la fois des savants, colloques universitaires, mais aussi, les fidèles,
Donc nous avons voulu donner à saint Thomas un reliquaire qu'il n'avait pas, de sorte pour favoriser la dévotion populaire qui existe encore à Toulouse autour de saint Thomas, mais au-delà de la ville de Toulouse, qu'on puisse l'honorer partout où on demandera ce reliquaire en France. Donc il y a un volet, si vous voulez, disons intellectuel, un volet populaire, on appellera même religion populaire, mais aussi d'autres événements comme des concerts autour du Saint-Sacrement, puisque saint Thomas est l'auteur de l'office du Saint-Sacrement, une pièce de théâtre qui avait été jouée en 1923, dont Henri Guéon est l'auteur et qui sera jouée en 2023 par nos sœurs dominicaines de Pont-Calec. Et puis il y aura un film documentaire sur saint Thomas que nous sommes en train de réaliser à Strasbourg avec un cinéaste et un scénariste adéquat. Et puis il y aura aussi pas mal de publications de niveaux différents, de niveaux disons plus grand public, de niveaux aussi universitaires, une dizaine, dont une traduction, alors là, de la Somme de théologie, une traduction nouvelle. Complète alors. Complète de la Somme de théologie. Et puis d'autres publications autour bien sûr de saint Thomas, du culte de saint Thomas, de l'office du Saint-Sacrement, et puis des inédits, des choses qui n'ont jamais été produites et qui le seront à cette occasion. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du reliquaire, donc il a été créé, un nouveau reliquaire à l'occasion de ces événements. Que peut-on en dire et comment peut-on vénérer ces reliques ? Alors, saint Thomas n'avait plus de reliquaire depuis 1974. Le corps de saint Thomas avait été préservé des dégradations de la Révolution en étant transféré dans une paroisse de Toulouse qui s'appelle Saint-Cernin. Et les dominicains, avec l'accord de la ville de Toulouse et bien sûr du diocèse, voulaient que saint Thomas revienne là où il était, c'est-à-dire au couvent des Jacobins. Mais on l'a fait en déposant les restes de saint Thomas dans un coffre doré qui n'est pas un reliquaire. Et à l'occasion de ce triple centenaire, nous voulions honorer saint Thomas en lui donnant ce qu'il avait eu auparavant, avant la Révolution française, en tout cas avant 1974, un vrai reliquaire. C'est pourquoi nous l'avons voulu et qu'il a été réalisé par ce jeune artiste, là, Augustin Frison-Roche. De manière à ce que pendant 3 ans, nous puissions déplacer ce reliquaire pour qu'il soit vénéré partout en France. Alors, en quoi est-ce que ça consiste ? C'est que les paroisses, les couvents, les monastères qui le souhaitent, avec les accords qui conviennent des évêques et autres autorités romaines, les fidèles puissent vénérer ces reliques et bénéficier du don de l'indulgence plénière que le pape nous a octroyé, au moins pour 2 ans, c'est-à-dire 2023-2024. Donc on peut organiser un peu partout, là où les reliques se trouveront, des moments de prière, de vénération, avec les prêtres de la paroisse, où on invite des dominicains pour parler de saint Thomas, par exemple aussi. Et on pourra alors bénéficier aux conditions habituelles de l'indulgence, enfin des indulgences, de l'indulgence plénière. Alors y a-t-il un site auquel nos téléspectateurs, prêtres, religieux, même laïcs, peuvent s'adresser s'ils souhaitent? Alors nous avons créé un site, le site ACTA, Association pour le centenaire Thomas d'Aquin, que nous avons créé pour l'occasion, qui peut recevoir des dons avec un reçu fiscal, parce que nous avons besoin d'argent pour financer tout ça. Et sur ce site, ils trouveront tout ce que nous faisons pendant 3 ans, et notamment aussi où est-ce que les reliques vont se déplacer, et qui contacter, c'est-à-dire en fait moi, très simplement, pour bénéficier de ces reliques. Il suffit de se mettre d'accord avec le demandeur et puis les évêques, bien sûr, concernés, pour obtenir les reliques. Alors, on a parlé de saint Thomas d'Aquin. Quelle est l'actualité de saint Thomas aujourd'hui ? Existe-t-il un renouveau thomiste ? On en avait parlé avec Maritain au début du XXe siècle. Quelle est la situation du thomisme aujourd'hui ? Alors, l'actualité du thomisme, elle est permanente. Quelle que soit l'époque, on s'interroge sur est-ce que saint Thomas est toujours actuel ? Réponse, on s'aperçoit qu'il l'est, que la doctrine de saint Thomas est capable suffisamment solide et suffisamment d'épaisseur pour traiter de toutes les questions qui intéressent les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui, probablement de demain. Alors après, pour ce qui est de saint Thomas lui-même, le thomisme, disons plus exactement, disons que ça a été fluctuant. D'abord, il y a toujours eu dans l'Église un antithomisme qui a toujours existé.
Ensuite, il y a eu des périodes fastes du thomisme, en particulier en France, à partir des Terni Patris en particulier, au 19e. Et puis, il y a une période de reflux, disons à partir des fin des années 50, jusque dans les années 90, disons, 2000, allez, on va jusque-là. Une période de reflux, mais qui change, parce qu'on se réintéresse à saint Thomas dans deux mondes différents. D'abord dans le monde universitaire, on s'intéresse à saint Thomas, on publie beaucoup de choses sur saint Thomas, dans le monde donc, de l'université laïque. Et puis d'autre part, dans l'Église, il y a un regain d'intérêt dans le monde, disons, ecclésiastique, dans les séminaires, mais enfin, pas seulement dans les séminaires, dans les monastères, dans les couvents, et même chez bien des catholiques, on se réintéresse et on réinvestit saint Thomas. Nous, notre province, elle a comme colonne vertébrale l'enseignement de saint Thomas. On publie beaucoup de choses, il existe des collections que nous dirigeons et qui offre quand même des publications, je crois, assez honnêtes pour qu'on puisse dire la pensée thomiste existe en France. Mais elle n'existe pas qu'en France, elle existe aussi à Rome, à l'Angélique, le grand collège de l'Angélique, qui est bien reparti depuis une dizaine d'années. Vous avez en Pologne, à Cracovie, où il y a toute une école thomiste déjà fort ancienne qui continue de subsister, qui se développe assez bien. Et puis bien sûr les Américains, en particulier la province de Washington, qui a non seulement des revues, mais des universités où on enseigne saint Thomas. Donc on peut parler d'un renouveau thomiste en un sens à la fois philosophique et puis théologique, parce que saint Thomas est d'abord un théologien. Eh bien, merci beaucoup de ces explications. Nous espérons que nombreux parmi nos téléspectateurs sont ceux qui pourront vénérer les reliques de saint Thomas et peut-être à l'occasion s'initier à la pensée de saint Thomas. Merci mon père. Merci bien. Merci. Bonjour Pierre de Riedematen. Bonjour. L'année 2023 est une année d'ostension limousine. Alors, quelle est l'origine de ces ostensions ? Eh bien, il faut remonter à un peu plus de 1000 ans en arrière, exactement l'an 994. Il y a à ce moment-là une terrible épidémie qui fait des milliers de morts. On a parlé de 40 000 morts, c'est absolument considérable. Et d'où vient cette épidémie ? Il s'agit de l'ergot de seigle qui se trouve donc dans le pain. Et les gens meurent comme des mouches parce que c'est un produit qu'on appelle aujourd'hui l'ergotamine et qui entraîne des brûlures extrêmement violentes, des convulsions, des hallucinations, des nausées, des vomissements, la nécrose des membres. Et donc les gens meurent comme des mouches. Alors l'évêque du lieu qui s'appelle Hilduin se décide à aller chercher le corps du grand Saint Martial, qu'on a appelé l'apôtre des Gaules. Il réunit avec lui d'autres évêques et ils vont chercher le corps de Saint Martial. Ils le transportent dans les rues de Limoges. Et le lendemain, tous les gens qui étaient malades sont guéris. Alors ce mal s'appelait le mal des ardents, ardere brûlé. Et donc, ça va être ce qu'on va appeler le miracle des ardents. Donc, tous ces gens sont guéris. Alors, en remerciement de ce miracle des ardents, eh bien, il est décidé de vénérer les chasses et les reliques des saints locaux. Tout d'abord, ça n'a pas une périodicité régulière, c'est un petit peu au hasard. Et à partir de 1518, on passe à cette périodicité de 7 ans. Et donc la dernière ostension a eu lieu en 2016. Donc la nouvelle, c'est donc en 2023. Alors, en quoi consistent ces ostensions ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'objectif, c'est d'abord de transporter les reliques dans les rues, puisque c'est dans toutes les villes, ce qu'on va appeler les villes ostensionnaires. Et donc, il faut les transporter, mais c'est lourd. Par exemple, la chasse qui tient les reliques de Saint Martial, elle pèse un peu plus de 450 kilos. Il faut quand même une dizaine de porteurs, c'est quand même énorme. Au Dora, nous avons 2 grands saints, Saint Israël et Saint Théobald, donc nous avons 2 chasses. Donc là aussi, il faut pas mal de porteurs. Il y a d'autres endroits où il n'y a pas de chasse aussi lourde, aussi importante. Par exemple, à Saint-Thirier, il y a simplement la tête, le chef de Saint-Thirier. Et à la ville de Saint-Léonard-de-Noblat, on parlera tout à l'heure, il y a simplement le bras. Alors, ça vous montre que les durées sont très variables. Dans les endroits où il n'y a que des reliquaires simples, ça peut durer simplement la journée.
Et au contraire, dans les villes où il y a des chasses très importantes, il y a aussi des confréries. Et bien là, ça peut durer jusqu'à 2 mois. Au Dora, ça dure 2 mois, et à Limoges également. On va distinguer les lieux ostensionnaires, c'est-à-dire les lieux qui reçoivent des paroisses voisines. Il y en a 21 lieux ostensionnaires. Et puis, ce qu'on va appeler les confréries, et il n'y a pas de confréries partout. Il y a une quinzaine de confréries, dont 7 sont à Limoges. La plus ancienne remonte à 1153, à Limoges, et la plus récente, elle vient de se créer à Guéret en 2016. Voilà. Et alors, ces cérémonies qui sont très importantes, on va en parler, sont précédées d'abord par la reconnaissance des reliques. C'est-à-dire qu'on prend ces grandes chasses, ces grands reliquaires, et on les ouvre avec des médecins, etc. Et on constate dans quel état sont les reliques. On a la grande chance à Limoges d'avoir le crâne de Saint Martial et au Dora d'avoir le crâne de Saint Israël. Je crois qu'on a plus celui de Saint... Si, on a une partie de celui de Saint Théobald. Voilà. Alors, le programme de cette année 2023, le programme de 2023, il est, donc, comme je vous l'ai dit, très, très variable d'une commune à l'autre. À Limoges, l'ouverture aura lieu les 15 et 16 avril, donc c'est dans quelques jours seulement, enfin une quinzaine de jours, en présence du nonce apostolique qui vient spécialement pour ça. La clôture aura lieu le 2 juillet en présence du cardinal Barbarin. Au Dora, nous aurons l'ouverture le 9 et le 10 avril, surtout le 10 avril, grande messe solennelle. On sort les chasses un peu la veille pour les préparer. Et la clôture aura lieu le 4 juin. Elle sera présidée par le cardinal Sarrat. Nous avons beaucoup de chance, puisque le cardinal Sarrat, je crois qu'il a quelques accointances locales, et il était très content de venir. Pour mémoire, la dernière ostension au Dora, elle a eu lieu en 2016, sous la présidence du cardinal 23. Donc ce sont des grandes personnalités de l'Église qui s'associent de plus en plus d'ailleurs à ces ostensions. Alors justement, quelle est la dynamique de cet événement? Est-ce qu'on est sur une disparition programmée ou sur un renouveau en marche? Eh bien, je prendrai la deuxième hypothèse parce que il y a plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. C'est un processus qui est en évolution, en hausse. Les rues des villes sont largement pavoisées. Il y a des arcades, des arcs de triomphe, des tentures, des drapeaux. Depuis quelque temps, il y a même des cérémonies préparatoires, des conférences, des jeux de scène. Et donc il y a plus de monde et plus d'événements qu'il n'y en avait il y a 30 ans, par exemple, d'après vous? Oui. Ah, je ne sais pas du tout. Oui. Enfin, il y a davantage, on va le dire là tout de suite, il y a davantage de lieux ostensionnaires et il y a une confrérie de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, à Guéret. Alors, au Dora, on a un peu une particularité parce qu'on vit un peu à la fois sous l'époque de Louis XIII et sous l'époque napoléonienne, donc on a recréer des fortifications en carton-pâte, bien sûr. On a une vraie porte qui est du XIVe siècle, mais on a recréé 5 portes qui sont fictives. Et donc, il y a des mousquetaires à cheval qui vont chercher les délégations des différents villages, qui les amènent jusqu'à la grande collégiale. On vide la totalité des bancs de la collégiale, qui est très importante, qui est très grande, et on arrive à mettre à peu près un peu plus de 3000 personnes à l'intérieur de cette collégiale. C'est effrayant le monde qu'il peut y avoir là-dedans. On a des grenadiers de Napoléon, on a des sapeurs de l'époque de napoléonienne, et ce qui est très intéressant, c'est que tous les habitants participent. Alors, au Dora, vous voyez, là, avec ces histoires de mousquetaires à cheval, il faut donc préparer les costumes, il faut préparer les chevaux, faire des entraînements. C'est une préparation qui dure plusieurs années. Dans d'autres endroits, ça peut durer un peu moins longtemps, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Et ce qui est très intéressant, c'est que absolument tous les habitants participent pour ces activités, costumes et décorations. Et on reçoit, dans ces paroisses ostensionnaires, on reçoit des délégations qui viennent des autres villages. Donc les mousquetaires vont chercher ces délégations. Au Dora, nous avons 35 communes extérieures. Chacune vient avec les statues, les reliques de ses propres saints. Et tout ça pénètre dans la collégiale. Voilà. À Saint-Junien, il y a une garde aussi. Il y a beaucoup de folklore. Et en même temps, il y a quelque chose de très profond.
Et donc, on peut, de ce que vous dites, en déduire que c'est quelque chose d'important dans la mémoire collective populaire de la région. Alors tout à fait, c'est un phénomène donc qui est en expansion et qui est dans la mémoire collective qui se réveille. On disait autrefois année d'ostension, année de bénédiction. Les jeunes participent beaucoup dans tous ces cortèges que je viens un peu d'évoquer, qui viennent des paroisses extérieures. Chacun représente des saints qui ne sont pas toujours des saints locaux. On a au moins 5 ou 6 Saint Jean-Paul II, on a plusieurs Padre Pio, on a plusieurs Mère Teresa, on a plusieurs Thérèse de Lisieux, etc., etc. On a même un Saint Jean-Baptiste enfant. Il y a un peu de tout. Tout ça, c'est très amusant, mais c'est en même temps le résultat d'un travail et d'une foi qui est ancrée dans ces régions. Il y a des scènes évangéliques, il y a même plusieurs fois le Christ qui porte sa croix avec les centurions. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce spectacle. C'est à la fois un spectacle et en même temps, on va dire, le renouveau d'une foi. Le catholicisme populaire. Oui, le renouveau d'une foi qui est ancrée et que les anciens conservent et qu'ils vénèrent, qu'ils respectent. C'est en extension, par exemple, à Saint-Léonard de Noblat, dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, maintenant, ils sont en contact avec 13 autres pays. Je peux à tous les citer, la Pologne, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal. Il y en a 13 alors qu'il n'y en avait que 9 en 2016, ça vous donne l'extension. Et la clôture à Saint-Léonard de Noblat aura lieu le 21 mai, présidée par un évêque allemand. Alors, comment être au courant de tous ces événements ? Alors, ça paraît dans la presse et c'est de plus en plus relayé par les médias. Et merci de nous accueillir, d'ailleurs. Ça a apparu dans la France catholique. Oui, chaque grande paroisse a son site. Chaque paroisse est indépendante. D'accord. Mais l'évêque coordonne un petit peu tout ça et organise des réunions de prière très, très efficaces. Ce qui est très important, c'est que depuis 2013, c'est un événement qui est inscrit au patrimoine mondial culturel immatériel, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ça a été fait par quelqu'un qui a été autrefois conservateur du musée de Pau, enfin peu importe, mais c'est donc un événement inscrit au patrimoine culturel. Merci beaucoup de ces explications et nous espérons donc de nombreux téléspectateurs pourront s'associer à ces ostensions illustrées. Bonjour Virginie de Gégère. Bonjour Jean-Pierre. Alors venons-en directement aux faits. Pourquoi devenir maître d'école, instituteur, institutrice en 2023 ? Alors pourquoi devenir maître d'école en 2023 ? Les étudiants qui se posent cette question sont évidemment des personnes qui ont d'abord un grand désir de transmettre, un trop-plein qu'ils veulent donner au monde, un désir de transmettre la culture de leur père et qui les pousse vers ce métier. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi le désir de recevoir, car quand on travaille dans une école, on reçoit des enfants à peu près autant qu'on leur donne. On reçoit leur joie, on reçoit leur enthousiasme, on reçoit leur énergie, leur peine aussi, leurs rêves. Et tout ça, c'est extrêmement porteur. Et il y a finalement assez peu de métiers qui permettent de rester au contact de l'enfant, enfin de l'enfant qu'on a été et de l'enfance en général. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, elle est peut-être plus pratique, plus prosaïque. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de chômage. C'est un métier qui peut s'exercer à peu près partout en France, en ville, à la campagne, dans des petites ou dans des grandes structures. C'est un métier qui laisse énormément de liberté et qui peut s'accorder à peu près n'importe quel état de vie. Donc je dirais c'est très pratique. C'est un métier qui peut également s'exercer à l'étranger si on a envie d'exotisme. Voilà, je crois que c'est l'ensemble des Et alors, raisons. dans ce cadre, quel est le projet
particulier de l'Institut libre de formation des maîtres? Alors, l'Institut libre de formation des maîtres veut former des instituteurs qui sont capables de délivrer un enseignement qui soit à la fois explicite, structuré et progressif, dans le souci d'éveiller le cœur, la curiosité et l'intelligence des élèves qui sont confiés aux instituteurs, à ces futurs instituteurs, à ces futurs maîtres d'école. Notre enseignement repose sur trois piliers, 3 objectifs. Nous voulons former des maîtres qui ont une conscience claire des finalités de l'éducation et une maîtrise totale des savoirs, une totale ou presque, des savoirs fondamentaux. Nous voulons les former à une véritable connaissance d'eux-mêmes et des enfants pour qu'ils puissent s'appuyer sur les mécanismes d'apprentissage pour former les élèves et faire progresser chacun avec ses talents et ses facilités. Et ensuite, nous voulons les accompagner progressivement dans le métier en les mettant au contact de maîtres expérimentés qui vont les faire découvrir l'école depuis l'intérieur, avec ses spécificités, avec ses outils, avec comment on va mettre en place un emploi du temps, une progression, et permettre à ces futurs instituteurs surtout de faire des choix pédagogiques à la fois réfléchis et adaptés. Alors, comment est organisée la scolarité à l'ILFM? Comment ça se passe? Alors, la scolarité à l'ILFM, ça se passe en 2 ans. La première année, nos étudiants ont un statut d'étudiant. Ils reçoivent des cours. Quel est le diplôme de base? Il faut quel niveau? Un bac plus 3. On rentre avec un bac plus 3 et donc il y a une année de cours et d'examen. Une année donc de cours à la fois académiques et puis des cours pédagogiques, didactiques qui permettent d'entrer dans le métier. Parallèlement à ces cours, les étudiants sont appelés à faire des stages et donc vont découvrir progressivement le métier au contact d'autres professeurs, d'autres enseignants et découvrir différentes écoles, différentes pédagogies également, qui va leur permettre de faire un choix qui soit un choix libre et qui leur corresponde. Ça, c'est pour la première année. Donc au terme de cette première année, après avoir réussi à valider un certain nombre d'examens, l'étudiant va chercher un poste. Et la deuxième année, donc, il change de statut et il devient salarié d'une école, tout en restant quand même suivi par l'ILFM. Donc il est salarié à temps plein d'une école et avec un poste comme n'importe quel autre professeur. Et en parallèle, il suit un certain nombre d'heures de cours, toujours de travaux dirigés, qui sont adaptés à ses propres problématiques, qui répondent aux questions qu'il se pose, dans lesquelles nous allons essayer de répondre aux questions qu'il se pose au quotidien. Et nous le suivons comme ça tout au long de l'année, avec en supplément un tuteur. Donc l'étudiant qui est maintenant devenu salarié bénéficie de la présence d'un tuteur à ses côtés, qu'il peut appeler régulièrement et qui va l'accompagner sur cette première année de prise de poste. Et à l'issue de cette première année, nos étudiants rédigent un mémoire et c'est ce mémoire, la soutenance de ce mémoire qui valide leurs 2 années à l'ILFM, avec aussi une visite de l'ILFM sur leur lieu de travail pour valider leur aptitude à devenir professeur des écoles, maître du premier degré, instituteur, institutrice. Alors, qui sont les élèves? Où enseignent-ils après? Alors, nos élèves, c'est des étudiants, des étudiants qui ont eu envie, qui ont vu naître ce désir de transmettre et qui arrivent à bac plus 3 à l'ILFM. On a aussi des personnes en reconversion. Des personnes un peu plus âgées qui viennent, après un autre parcours, qui viennent se former au métier de maître d'école. Où enseignent-ils après? En très grande majorité dans les écoles hors contrat. Et puis, un certain nombre font le choix des écoles sous contrat et peuvent soit passer le concours, soit prendre des postes, ce qu'on appelle des postes de vacataires ou de professeurs remplaçants dans les écoles sous contrat. Et l'ILFM, c'est une promotion par an? Oui. Oui. Et c'est des promotions de combien d'élèves à peu près? Entre 15 et 20 élèves par an.
Alors, comment peut-on vous joindre si on cherche à en savoir plus pour devenir professeur des écoles? Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous contacter à l'adresse formation au pluriel @fondationpourlécole.org. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Un mot de motivation pour les futurs professeurs des écoles? Il y a de la place, on vous attend. Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Et les enfants de demain attendent des maîtres formés qui viendront les rejoindre. Merci beaucoup Virginie. Donc cette émission s'achève. On nous demande d'annoncer une initiative Vie-Prix autour des projets législatifs de constitutionnalisation de l'avortement et puis du suicide assisté. Donc une campagne de prière a été mise en œuvre. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, mais vous pouvez d'ores et déjà vous y associer. Voilà, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci Virginie. Merci Jean-Pierre.